Bonsoir. Oh mon dieu, que ce sujet est vaste. Quand tu sais jouer à Yu-Gi, les règles te paraissent très simples, c'est normal, tu sais jouer. Sauf que quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, je me suis rendu compte que c'est pas si simple que ça d'expliquer les règles de ce jeu à quelqu'un qui débute de zéro. Mais pas d'inquiétude, je vais tout vous expliquer progressivement, pas à pas, pour que même une personne qui a jamais touché une seule carte Yu-Gi-Oh! Ou jamais vu un seul épisode du dessin animé puisse suivre et surtout puisse jouer. Déjà, commençons par la base. Yu-Gi-Oh! C'est un duel entre deux joueurs. Bon, il peut y avoir des variantes à 4 joueurs, à 6 joueurs, on s'en fout. Yu-Gi-Oh! C'est un duel entre deux joueurs. Chaque joueur a un paquet de cartes, ça ressemble à ça s'appelle un deck. Et chaque joueur commence la partie avec 8000 points de vie. Le but du jeu il est tout bête, le premier à avoir 0 points de vie, et bah il a perdu. Enfin, dans la pratique, il y a d'autres façons de gagner, hein. Par exemple, si ton adversaire c'est à son tour de piocher, mais qu'il a déjà pioché toutes les cartes de son paquet, et qu'il en a plus à piocher, et il a perdu. Il y a aussi le cas de certains monstres que si t'arrives à combiner, ça te fait automatiquement gagner la partie, mais tout ce genre de détails, on les verra un petit peu plus tard. L'important à retenir, c'est 0 point de vie, t'es mort. Et pour faire ça à notre adversaire, tu l'auras compris, on aura besoin de ça, du deck. Et c'est là où ça se complique un petit peu. Pour comprendre comment jouer, il faut forcément que je te présente tous les types de cartes qu'il existe. Et autant te dire qu'il y en a beaucoup. Mais pars pas en courant, c'est justement ça qui fait la beauté de ce jeu. C'est l'infinité de cartes qui te permet de construire d'innombrables stratégies pour aller défoncer ton adversaire. C'est ça qui est cool. Alors, on commence simple, il y a 3 familles de cartes. Il y a les monstres, il y a les cartes magie, et il y a les cartes pièges. Bon, il y a aussi les cartes pendules qui sont moitié monstre, moitié magie, mais on verra ça plus tard. Tes cartes monstres, en général, elles servent à attaquer, tes cartes magie, elles servent à améliorer ton jeu, et tes cartes pièges, elles servent à piéger, quoi, c'est des cartes pièges. Maintenant que tu sais ça, on va pas rentrer tout de suite en détail dans chacune des 3 familles, et je vais d'abord te présenter le terrain de jeu. Parce que pendant une partie, chaque joueur joue sur son propre terrain de jeu, et tu vas voir qu'il y a plusieurs cases qu'il faut connaître pour comprendre comment se déroule une partie. Déjà, là, c'est pour mettre ton deck. Et bien sûr, tu le retournes, hein. Il est face cachée, parce que c'est un petit peu trop facile si tu le mets comme ça, tu vois, là, tout le monde peut voir la première carte, c'est trop facile. Juste ici, c'est le cimetière. C'est là où vont les monstres quand ils sont détruits, ou même les cartes magie ou piège quand elles sont utilisées. En gros, le cimetière, c'est en quelque sorte la poubelle. Ensuite, de l'autre côté, on a la zone terrain. C'est là où on met des cartes magie spéciales qu'on appelle des cartes magie de terrain. C'est la carte terrain. Tu vois, tout fait sens en fait, hein. Les noms, les cartes, tout a du sens. Et enfin, en bas, ici, c'est la zone extra deck. C'est dans cette zone qu'on stocke certains types de monstres dont on reparlera tout à l'heure. Au milieu du terrain, on retrouve les zones les plus importantes. En haut, ce sont les zones où vous pouvez mettre vos monstres, et en bas, ce sont les zones réservées aux cartes magie et aux cartes pièges. Bon, et puis il y a 2 cases à gauche et à droite qui, elles, sont réservées aux fameuses cartes pendules, dont, encore une fois, je te reparlerai tout à l'heure parce que les cartes pendules, c'est un tout petit peu compliqué. Ok, maintenant que tu connais le terrain, avant de te parler concrètement de comment on joue sur ce terrain, je pense qu'il est l'heure de te présenter les différents types de cartes. Et on va directement commencer avec les cartes monstres parce que, on se le dit, c'est quand même les plus stylées. Déjà, une carte monstre diffère un petit peu des cartes magie ou piège, parce qu'elle a un niveau, hein, c'est les petites étoiles là qui sont symbolisées en haut de la carte, mais aussi parce qu'elle a une attaque et une défense. En haut à droite, il y a un petit cercle, c'est leur attribut, et au-dessus du petit texte de la description, il y a son type. Ça, ce sont des infos qu'on retrouve chez tous les monstres. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui varie entre chaque type de monstre. Alors, je te préviens, c'est le moment où je vais balancer pas mal d'infos, donc accroche-toi bien, mais c'est primordial pour que tu comprennes exactement comment on joue. Et surtout, si t'as pas compris un truc, hésite pas à regarder ce passage plusieurs fois. Donc, les monstres jaunes, ce sont les monstres normaux. Ils ont aucun effet sur le jeu. D'ailleurs, leur description est en italique et c'est purement du roleplay, hein. Ça ne rentre pas en compte dans la partie. Je veux dire, quand tu lis la description du dragon serpent nocturne, dragon créé avec l'âme d'un chevalier maléfique, c'est pas que c'est pas cool, mais on s'en bat un petit peu les steaks quoi par rapport au jeu, tu vois, c'est pas très utile. Ensuite, on a les monstres à effet. Ce sont les cartes marronaces, orangées. Eux, ce sont les principaux monstres du jeu, parce que comme leur nom l'indique, ils ont un effet concret sur la partie. Par exemple, tant que Jinzo est sur le terrain, on te dit que plus personne ne peut activer de carte piège. Si t'as ça en face de toi, c'est tout de suite un petit peu plus contraignant niveau stratégie que l'histoire du dragon serpent nocturne. On enchaîne. Voici un monstre fusion. Ce sont les cartes violettes. Comme son nom l'indique, pour l'invoquer, il faut fusionner des monstres entre eux. Pour ça, il y a plusieurs façons, mais je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Je vous ferai de toute façon une vidéo spécialisée pour chaque type de monstre, donc pas d'inquiétude, je traiterai aussi les monstres fusion. Mais en gros, pour te donner un exemple, si tu veux invoquer cette carte, le loup fleuri, t'as besoin d'avoir en main ou sur le terrain la carte croc argenté et la carte épine des ténèbres. Puis ensuite, il te suffit d'activer
activer la carte magie polymérisation, et paf, ça fait des chocs à pic. Enfin, non, c'est juste une expression, ça, en l'occurrence là ça fait un loup fleuri, hein, ok, on enchaîne. Ensuite, on a les cartes bleues, ce sont les monstres rituels. Bon bah, les monstres rituels, c'est un petit peu pareil que les monstres fusion. Pour les invoquer, il te faut une carte magie spéciale, qu'on appelle une carte magie de rituel, et il faut que t'effectues ce que la carte te demande. Par exemple, pour invoquer le burger affamé, déjà, paye ton nom. Il faut que tu actives la carte magie recette du hamburger et faire l'action qu'elle te demande, bien sûr. En l'occurrence, une histoire de sacrifier des monstres avec un certain nombre d'étoiles, mais bon, bref. Ok, on a presque fini, il reste deux types de monstres à voir. Déjà, les monstres synchro. Comme tu le vois, eux, leur carte, elle est blanche. Et autant te dire que ces monstres-là, ils sont plutôt stylés. Pour les invoquer, il faut virer du terrain des monstres que tu contrôles déjà. La seule difficulté, c'est qu'il faut que l'un d'entre eux soit un monstre synthoniseur. C'est pas très compliqué, hein, s'il est synthoniseur, ce sera marqué juste à côté du type du monstre. Tu peux pas le louper. Et après, c'est tout simple, c'est juste une histoire d'étoiles. Si ton monstre synchro a 5 étoiles, bah il faudra que les monstres que tu sacrifies, si tu additionnes leurs étoiles, ça fasse 5. Et enfin, il y a les monstres Xyz. Eux, leur carte, elle est noire, et pour les invoquer, c'est facile, c'est marqué dessus. Par exemple, le numéro 39, Utopie, te dit que si tu veux l'invoquer, il te faut 2 monstres de niveau 4. Donc facile, hein, tu regardes les niveaux des monstres que t'as sur le terrain, et si t'en as 2 de niveau 4, bim, tu les empiles, et tu peux invoquer par-dessus le magnifique 39 Utopie. Lui aussi paye ton nom quand même. Hein. Enfin bref, les monstres Xyz, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à comprendre. Ok, voilà la dose d'informations à ingurgiter est plus ou moins terminée. Enfin, du moins pour les monstres. Et encore, on n'a pas parlé des monstres pendules, mais on verra ça plus tard, encore une fois. De toute façon, je te l'ai déjà dit, je referai une vidéo pour t'expliquer exactement comment invoquer et utiliser chaque type de monstre. Mais au moins là, tu as la base. Et t'inquiète pas, hein, pour les cartes magie ou piège, c'est quand même vachement plus simple. Déjà, la grande différence entre les deux, c'est qu'une carte magique, tu peux l'activer ou la poser pendant ton tour. Alors qu'une carte piège, il faut que tu la poses pendant ton tour, et tu pourras l'activer seulement au minimum qu'à partir du tour de ton adversaire. Il faut savoir que chaque tour, tu peux poser autant de cartes magie ou pièges que tu veux. Enfin, jusqu'au moment où tes 5 cases magie piège dont on a parlé tout à l'heure, bah elles soient remplies. Parce qu'à partir du moment où elles sont remplies, plus trop de place pour en mettre une nouvelle. Sinon pour leur type, c'est super simple, il suffit de te fier à la petite icône qu'il y a en haut à droite. Pour l'instant il existe 6 types de cartes magie. On a les continues, qui restent sur le terrain une fois activées et qui conservent leur effet tant qu'elles sont là. Les équipements, qui, tu l'auras compris, servent à équiper un monstre et lui donnent plus de pouvoir. Et généralement si le monstre équipé est détruit, ben, la carte magie d'équipement est détruite aussi. T'as aussi les magies rapides, qui elles peuvent se jouer comme un piège. C'est-à-dire que si t'en as une face cachée, tu peux l'activer pendant le tour de ton adversaire. Un peu comme une carte piège quoi, alors que les autres cartes magie, bah tu peux les activer que pendant ton tour. Ensuite tu as les terrains, qui se posent sur la fameuse case terrain, dont je t'ai parlé plus tôt dans la vidéo. Elles aussi elles sont continues, hein, tu la poses sur ton terrain, et elles restent là tant qu'elles sont pas détruites. Pareil, hein, leur effet s'applique à tout le terrain, donc à ton adversaire aussi. Et enfin, il y a les cartes magie normales, qui n'ont pas d'icône, et qui sont juste des cartes magie normales, hein, que tu joues comme ça, et basta. Ah ouais, et j'oubliais, hein, je t'en ai déjà parlé, il y a aussi les cartes magie rituelles, qui te permettent d'invoquer des monstres rituels. Pour les pièges, ça va beaucoup plus vite, il y en a des normaux, des continus, qui agissent comme des cartes magiques continues, hein, qui restent là tout le temps jusqu'à ce qu'elles soient détruites, et des contres. Celles-là, elles peuvent en général annuler l'effet d'autres cartes magie ou pièges. Et voilà, tu vois, je t'avais dit que ça irait vite pour les cartes magie ou pièges. En tout cas, félicitations, tu connais maintenant tous les types de cartes du jeu, bravo. Maintenant, il faut savoir comment les utiliser. Et pour ça, il faut savoir comment se déroule un tour de jeu. Dans un tour, il y a plusieurs phases. Dans l'ordre, il y a la draw phase, la standby phase, la main phase 1, la battle phase, la main phase 2 et la end phase. Ça fait beaucoup de phases. Chacune d'entre elles correspond à un certain type d'action que tu peux réaliser. C'est à toi de décider quand tu veux passer d'une phase à l'autre, mais attention, si tu passes à une autre phase, tu peux plus revenir à l'ancienne. Par exemple, si tu quittes la battle phase, il y a le moment où tu peux lancer des attaques avec tes monstres. Et donc que tu passes en main phase 2. Et ben pendant ce tour, tu pourras plus lancer d'attaque, vu que tu auras quitté la battle phase. Bon, sinon dans l'ordre, la draw phase, c'est super simple. C'est le moment où tu pioches. Voilà, tu pioches une fois par tour, c'est ta draw phase. A savoir qu'au début de la partie, chaque joueur pioche 5 cartes chacun. Avant donc la première draw phase du premier tour du premier joueur qui va jouer. Ok, ensuite la standby phase, à première vue, elle sert pas à grand chose. En fait, c'est simple, certaines cartes ont des
des effets qui ne s'activent que pendant la stand-by phase. En gros, elle a été créée pour que justement ce genre de carte puisse s'activer avant que toi tu puisses jouer, mais quand même après que t'aies pioché ta carte. Enfin bref, la stand-by phase, à part si tu la lis mentionnée dans un effet de monstre, pour l'instant, on s'en fout. Par contre, celle qui suit, la main phase 1, elle est quand même plutôt importante. Disons que c'est ta phase principale où tu peux faire pratiquement l'intégralité de tes actions. Tu peux faire des invocations, tu peux utiliser une carte magie, tu peux poser une carte piège, tu peux pratiquement tout faire sauf attaquer. Parce que pour ça, comme je te l'ai dit, il faut passer en battle phase. Voilà, t'as placé toutes tes cartes pendant ta main phase, tu passes en battle phase et bim, tu peux défoncer ton adversaire. Après ta battle phase, tu repasses dans une deuxième main phase. Si t'as envie de reposer des cartes que t'avais pas posées, si t'as envie d'invoquer normalement un monstre que t'avais pas invoqué avant, enfin bon, tout ça, tu peux le faire dans ta main phase 2. Et enfin, la dernière phase, elle porte bien son nom, c'est la end phase. C'est juste la fin de ton tour. T'as ta end phase et directement après, il y a la draw phase de ton adversaire. Et ça tourne comme ça pendant tout le duel. Ouais, cette vidéo est quand même bien plus longue que ce que je pensais. Du coup, on se fait quand même un petit point sur comment se déroule un combat de monstres. Je t'expliquerai très vite fait ce que sont les monstres pendules et les futurs monstres Link qui arriveront bientôt dans le jeu. Et on s'arrêtera là, quitte à refaire une autre vidéo plus tard pour aborder des choses un petit peu plus techniques. Alors, un combat, c'est plutôt simple. Il y a des règles de base à savoir et à respecter. Si ton monstre est vertical, dans ce sens quoi, il est ce qu'on appelle en mode attaque. Et il peut donc attaquer. S'il est à l'horizontale, comme ça, que ce soit face recto ou face verso, il est en mode défense et ne peut pas attaquer. Ensuite, faut savoir que, mis à part certains cas particuliers, un monstre ne peut attaquer qu'une seule fois par tour. Si ton adversaire a des monstres sur le terrain, tu choisis lequel tu veux attaquer, et s'il n'a pas de monstre, tu peux directement attaquer ses points de vie. Ça, c'est plutôt cool. Bon, et pour savoir si tu gagnes un combat, c'est assez facile. Je sais pas si tu te souviens, une carte monstre, il y a toujours une attaque et une défense qui est indiquée. Bon si tu combats un monstre qui est lui-même en mode attaque, il faut simplement comparer les deux attaques. Par exemple, là, ton monstre, il a 1500 d'attaque. Le sien, il en a 1300, son monstre est donc détruit, et ton adversaire, il perd 200 points de vie. Si son monstre avait plus que le tien, par exemple 1700, là pour le coup, c'est ton monstre qui est détruit, et c'est toi qui vas perdre 200 points de vie. Et là, tu vas me demander, ouais mais Doc7, et comment on fait si les deux monstres, ils ont le même nombre d'attaques? C'est très facile, les deux monstres sont détruits, et personne ne perd de points de vie. Maintenant, si tu attaques un monstre qui est en position de défense, ça change un petit peu. Déjà, faut plus comparer l'attaque du tien à l'attaque du sien, non, faut comparer l'attaque du tien à la défense du sien. C'est logique, il est en mode défense. On reprend notre exemple. Ton monstre, il a 1500 d'attaque. Le sien a 1000 de défense. Son monstre est donc détruit, mais il perd pas de points de vie, hein. C'est l'avantage de mettre tes monstres en mode défense. Ça protège tes points de vie. Si son monstre avait 1600 de défense, t'aurais perdu 100 points de vie, mais ton monstre serait toujours là. C'est logique, hein. Il peut pas être détruit vu que l'autre, il fait que se défendre. Et pareil, hein, s'il y a égalité, si son monstre a 1500 de défense, il se passe rien. Aucun des deux monstres n'est détruit et personne ne perd de points de vie. Tu vois, c'est facile en fait. Ah ouais, et je précise par rapport aux positions de combat, tu peux pas changer la position de ton monstre 36 fois par tour, hein. Tu peux pas dire oh là il est en mode attaque, je t'attaque, ok c'est fini, je le passe en position de défense. Non. Si ton monstre il a attaqué, t'as plus le droit de le passer en position de défense pendant ce tour-ci. Ce serait quand même trop facile sinon. Et pareil, si tu l'invoques en mode défense, tu peux pas le passer en mode attaque pendant le même tour. Tant pis pour toi, il fallait directement l'invoquer en mode attaque. Et bien sûr, tu peux pas bouger la position de tes monstres pendant le tour de ton adversaire, hein. C'est-à-dire encore heureux. Et puis d'ailleurs, pendant le tour de ton adversaire, tu peux pas faire grand chose, hein, à part parfois activer certaines cartes en réponse à des actions que lui ferait. Enfin bon, voilà, la vidéo elle est presque terminée. Je voulais juste faire un tout petit point avant qu'on finisse sur les monstres pendules, parce que c'est quand même un petit peu important. En gros, un pendule, c'est à la fois un monstre et une carte magie. Si tu places un pendule dans une des deux zones réservées, et cette carte est considérée comme une carte magie, et c'est le texte du haut qui s'applique. Si par contre il est placé dans une zone monstre, il est considéré comme un monstre, et c'est le texte du bas qui s'applique. De toute façon, t'inquiète pas, je ferai une vidéo spéciale sur les pendules, tellement les combos qu'ils proposent sont juste trop ouf dans la stratégie de ce jeu. Bon et enfin, je peux pas arrêter cette vidéo sans vous parler au moins une fois des monstres Link. Ces monstres ils sont pas encore sortis au moment où je fais cette vidéo, mais ça va vraiment pas tarder. Normalement c'est courant du mois de juillet. Et autant te dire que quand ils vont arriver, ça va juste chambouler énormément de choses, dont notamment comment on invoque des monstres. C'est pour ça que je préfère pas m'attarder sur eux dans cette vidéo, je ferai une vidéo spécialement sur eux quand ils sortiront. Voilà, je pense que cette vidéo dure depuis bien trop longtemps. Normalement maintenant vous avez quand même une grosse idée de comment fonctionne ce jeu. Et comme vous le voyez, on est quand même loin des jeux pour enfants sans stratégie qui se jouent dans les cours de récré. Yu-Gi-Oh! C'est devenu un jeu super stratégique, un petit peu technique, mais surtout méga fun. Comme je vous l'ai répété 30 fois, à partir de cette vidéo qui est un petit peu une base, je vous en sortirai des plus spécialisées et j'espère des plus courtes pour vous expliquer un concept à la fois. Faut que je vous parle des invocations pendules, des monstres Link, des
manières alternatives de gagner un duel, faut que je continue à vous présenter ma collection, faut que je vous ouvre quelques displays, faut que je vous fasse gagner des choses, faut que je fasse des duels avec des amis youtubeurs. Enfin bon, il y a énormément de nouvelles vidéos qui arriveront sur cette chaîne en rapport avec Yu-Gi-Oh! Donc si tu veux rien louper, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, laisse ton pouce bleu et je te dis à la prochaine. Bonsoir.